Le cerveau humain a plein de secrets. On entend souvent parler de l'EFT et on va démystifier ça aujourd'hui avec Annabelle Boyer. Comment vas-tu? Très bien toi-même. Ça va très bien, ça sent le printemps de plus en plus. Alors moi, je suis réénergisé. C'est excellent J'adore ça. ça. Je me sens revivre. Alors, est-ce qu'on peut reprogrammer notre cerveau avec cette méthode dont tu nous parles régulièrement Oui, à l'émission sans aller trop en profondeur? C'est quelque chose que tu utilises régulièrement en consultation, n'est-ce pas? exactement. Et en fait, au départ, l'EFT, au début, ça avait l'air un peu ésotérique, je te dirais, Ah oui? pour la communauté scientifique, mais il y a beaucoup de recherches finalement qui ont été faites. Cette semaine, moi, j'ai dû en lire, je te dirais, une bonne quinzaine. Des Hmm. belles recherches en anglais avec tout le protocole de méthodologie. C'était Oh. passionnant. Mais ça faisait déjà plusieurs fois que j'en lisais et à chaque fois, on arrive avec des révélations extraordinaires. Au départ, il faut comprendre que la première version, en fait, ça ne s'appelait pas de l'EFT. On a un thérapeute qui s'appelle Roger Callahan aux États-Unis qui avait développé une méthode qu'on appelle la TFT, mais évidemment en anglais TFT. Et Roger Callahan, il y avait une patiente qui avait une phobie monstrueuse de l'eau. Et quand elle venait le voir, elle était incapable, même voir de l'eau qui coulait, c'était pénible pour elle. Donc, évidemment, ça impliquait que prendre une douche, prendre un bain, même ça, c'était difficile pour elle. Mon Dieu. Et elle voulait se libérer de cette phobie-là, mais aussi de d'autres problématiques, parce qu'elle avait aussi des problématiques de dépression, de stress chronique, Hmm. d'anxiété. Et donc, elle voulait se libérer et elle s'est mise à demander de l'aide à Roger Callahan. Et à un moment donné, bizarrement, il va prendre une marche avec elle et elle, juste la vue d'un lac au loin, ça lui faisait faire des crises de panique. Et elle a fait une chute, elle s'est cognée et quand elle s'est relevée, la vue de l'eau ne la dérangeait plus. Alors là, Roger Callahan, il s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est quoi cette affaire-là? Il se met à chercher et là, il est allé voir les protocoles d'acupuncture. Parce qu'on s'entend, l'acupuncture existe depuis 4000 ans. Donc, depuis beaucoup plus longtemps que la médecine moderne. Mhm. Et en acupuncture, on dit que dans notre corps, on a ce que l'on appelle des méridiens. Les méridiens étant des circuits d'énergie. Maintenant, je vous rappelle que le corps produit de l'électricité et du magnétisme. Il va en produire au niveau du cerveau, mais il va en produire beaucoup plus au niveau du cœur. Et donc, on a de l'électricité, on a des circuits électriques, on a de l'électricité qui circule dans notre corps et on a du magnétisme. Parce que de l'électricité, là, c'est pas stagnant à un endroit, là. Il faut que ça bouge. Mhm. Et on a fait à ce moment-là des liens entre les méridiens, les circuits d'électricité et de magnétisme et des déblocages qui se faisaient au niveau du cerveau. Et c'est là où on est arrivé avec des études sur des éléments de psycho-énergétique. Parce qu'on s'est rendu compte, et ça, les Orientaux l'avaient compris depuis beaucoup plus longtemps que les Occidentaux, quand on vit un stress, une anxiété, une épreuve ou un trauma, dans notre corps, il va y avoir des points qui vont se contracter. Évidemment, si mon point dans mes trapèzes ou dans mon dos vient contracter, à cet endroit-là, la circulation sanguine se fait moins bien, la circulation lymphatique se fait moins bien, et si j'ai un méridien qui passe à cet endroit-là, bien, ça fait que l'électricité et le magnétisme qui fait partie de ce méridien-là circulent moins bien aussi. Et on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on vit un trauma, il se crée des nœuds à l'intérieur de nos circuits énergétiques. L'acupuncture, quand ils vont planter une aiguille, ça fait la même chose qu'un dimmer de lumière. Ça vient réactiver, donc augmenter la circulation de l'énergie. C'est ça que ça fait, l'acupuncture. C'est la façon la plus vulgarisée que je peux te le donner. Et là, il s'est mis Ça à y marche. avoir, et ça fonctionne très bien, et on Mhm. a de plus en plus de recherches qui sont faites sur l'acupuncture et aussi sur l'acupression en général. Parce que je ne suis pas obligée de le faire avec des aiguilles. Je peux y aller avec le bout de mon doigt pour aller peser en des endroits en particulier
Et il existe des petits bidules comme celui-ci où on va envoyer un petit choc électrique sur un méridien, sur des points en particulier, pour auto-stimuler des points de pression. À l'automne, dans ma manie de tout expérimenter, j'ai fait une petite chute et je me suis déplacé une clavicule. Oui, je me Moi, rappelle. mon rapport à la douleur n'est pas tout à fait le même que la moyenne des gens. Moi, je peux endurer de la douleur très longtemps, puis c'est comme si j'avais rien du tout. Mais j'ai pris le temps, évidemment, d'aller voir un kiné pour replacer les morceaux, et 2 mois plus tard. Et après, pour enlever de la douleur, j'utilisais de la méditation et j'utilisais ce petit bidule-là, cet outil-là, qui sert à venir stimuler certains points, et j'ai enlevé la douleur très rapidement. Et donc, il y a des recherches qui ont été faites, entre autres par un monsieur qui s'appelle David Feinstein, pour avoir un beau petit nom facile à prononcer. Ah oui. Et lui, c'est à ne pas confondre avec l'autre, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas Einstein, il faut juste rajouter un F avant. Fait que c'est Feinstein. Mais on a juste une lettre de différence. Et lui, il s'est mis à analyser ce qui se passe dans le cerveau et ce qui se passe dans le corps quand on utilise des points comme ça. La technique de Roger Callahan, elle était hyper complexe parce que lui, il essayait de trouver des protocoles pour différentes problématiques. Fait que si tu as une phobie, c'est tel protocole, mais si c'est une phobie des chiens, c'est pas le même protocole que la phobie de l'eau, puis c'est pas le même protocole pour la peur des araignées, puis c'est pas le même protocole pour une croyance limitante, puis c'est pas le même protocole pour de l'anxiété généralisée. Il y avait tellement de protocoles à étudier, c'était un peu saturant pour le cerveau. Fait que ça prenait en moyenne à peu près 3 ans pour commencer à maîtriser la technique. C'était vraiment pénible. Mm-hmm. Fait qu'on a Gary Craig, qui est un autre Américain, qui lui a suivi la formation de Roger Callahan, et il te l'a simplifié pour avoir des protocoles qui permettent de résoudre un ensemble de problèmes. Et lui aussi, il s'est mis à étudier de façon plus importante. Et là, on a de plus en plus de scientifiques qui ont été faites, que ce soit par David Feinstein. On en a d'autres, on en a plusieurs aux États-Unis, mais on en a plusieurs aussi en Europe. Et là, on a compris un certain nombre d'éléments. La première chose, c'est qu'on a compris que quand on vient stimuler, donc tapoter des ondes sur le corps, bien évidemment, la zone que je viens tapoter, cette zone-là, elle existe quelque part dans mon cerveau. Elle est reliée à mon cerveau. Donc, il y a une zone qui est stimulée quand je viens stimuler un point sur le côté de ma main ou sur mon visage. Et comme je stimule avec le bout de mes doigts, puis vraiment le bout, vraiment l'extrémité, des fois, j'en vois qui trichent, qui connaissent moins ça, puis qui y vont avec la première phalange, mais c'est pas avec la première phalange, c'est vraiment avec le bout des doigts. Donc, quand on a des ongles un peu plus longs, évidemment, les ongles vont rentrer aussi sur la peau, puis c'est correct. Mais le bout de chacun des doigts, le bout des doigts dans le cerveau, c'est une très grosse zone. OK. Alors, inévitablement, quand je parle d'une problématique, si j'ai une croyance limitante ou si j'ai une émotion négative forte, de la honte, de la culpabilité, de la colère, de la tristesse, de la peur, bien évidemment, c'est toujours le même circuit neuronal qui s'active dans mon cerveau. Mm-hmm. Mais quand je viens tapoter des ondes sur mon corps et qu'en même temps, je dis des phrases à voix haute, bien, je viens stimuler donc la zone du point que je tapote, je stimule la zone du bout des 4 doigts et je stimule d'autres zones sur le corps, donc parce que je tapote à d'autres endroits. Donc, je stimule plein d'endroits. Et ce que ça va faire, c'est que le cerveau va être saturé. En temps normal, quand je parle, par exemple, de ma peur d'atteindre un objectif ou de ma peur d'échouer, j'ai 4, 5, 6 zones dans le cerveau qui s'illuminent là où passe mon circuit neuronal. Et si je me mets à tapoter plein de zones sur le corps et à dire plein de phrases, bien là, au lieu d'avoir 4, 5, 6 zones dans mon cerveau qui s'illuminent, tout d'un coup, j'en ai 25. Fait que le cerveau, il dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est trop pour moi. Shut down, reset. Et les neurones qui s'envoyaient des informations plutôt négatives, donc qui s'envoyaient par exemple des neurotransmetteurs qui sont liés à des émotions de peur, de colère ou de tristesse, bien, ces neurones-là, quand on vient tapoter, ils se désenlignent. Fait que le neurone peut bien continuer de vaporiser des hormones de stress puis des hormones de frustration. L'autre neurone ne peut plus les capter. Il n'est plus aligné sur le même endroit. Ça, c'est la première chose. Donc, ça permet de couper un chemin neuronal lié à une émotion ou lié à une croyance limitante ou lié à un mauvais souvenir. Fait que tout ce qui est
choc post-traumatique, ça devient extrêmement intéressant. Mais les scientifiques sont allés voir plus loin ce qui se passe dans le cerveau. Et on se rend compte que quand on fait de l'EFT, que l'on appelle aussi du tapping, on a une diminution majeure de l'activité de l'amygdale cérébrale. L'amygdale cérébrale, c'est une zone qui essaie de voir dans ton environnement où est le danger. Mais quand on a vécu des stress importants, moi, dans ma clientèle, j'ai des gens qui ont été en situation de guerre. J'ai des gens qui ont été violés à répétition. J'ai des gens qui ont été victimes d'intimidation sévère à répétition. Donc, l'amygdale s'est activée tellement souvent qu'elle n'est plus capable de revenir à la normale. Oh. Donc, ils sont toujours en hyper-vigilance et en suradaptation par rapport à ce qui se passe autour d'eux. Et même s'ils ont fait des thérapies, ils en ont parlé, ils comprennent d'où ça vient, l'amygdale, elle reste en survigilance. Et quand on fait du tapping, on se rend compte qu'on a une diminution majeure de l'activation de l'amygdale et ça fait aussi que le corps se met à produire beaucoup moins de cortisol. Donc, on a beaucoup moins de situations de réaction, de réponse au stress. La réponse au stress, elle est beaucoup plus normale. On n'est pas dans de l'anxiété sévère, on n'est pas dans des crises de panique, on revient à une réaction normale et les hormones dans le corps, en termes d'hormones de stress, sont beaucoup moins grandes. Ce qui est bien, parce que quand tu as trop d'hormones de stress dans ton corps, ton système immunitaire a beaucoup de difficultés à bien fonctionner. Parce que dans la période préhistorique, si mon corps considère qu'il y a un danger parce que j'ai un prédateur qui me court après et donc il me produit des hormones de stress pour que je puisse me cacher, m'enfuir ou me battre, bien, pendant que je suis en train de me cacher, m'enfuir ou me battre, je ne peux pas gaspiller de l'énergie à me préserver d'un virus potentiel ou à guérir ou à digérer ou à bien éliminer. Mm-hmm. Mon corps doit être complètement focalisé sur la menace. Donc, pendant que j'ai une surdose d'hormones de stress pour me protéger de la menace, mon système immunitaire prend le bord. Et c'est normal, je ne peux pas faire les deux en même temps. Mais à l'ère préhistorique, une fois que la menace était éloignée, bien à ce moment-là, le cortisol était éliminé parce que j'ai couru comme une vraie folle pour me cacher dans ma caverne. Donc, je l'ai brûlé, ce cortisol-là. Mm-hmm. Et ça faisait qu'après ça, le système immunitaire pouvait se remettre à marcher. Aujourd'hui, on les a plus, ces stress-là. On a des stress intérieurs, des stress dans notre tête. On fait de l'anxiété, on est stressé, on rumine des vieux souvenirs. Donc, c'est un stress qui est davantage intérieur. Donc, je ne brûle pas le stress en courant pour aller me cacher, en grimpant dans un arbre, en traversant une rivière. Donc, comme je ne brûle pas le stress, je l'accumule. Mais l'EFT permet donc de diminuer la quantité de stress, de diminuer la quantité de cortisol et d'arrêter d'en produire de façon épouvantable. L'autre chose super intéressante, c'est qu'on s'est rendu compte que chez les gens qui ont de la douleur, par exemple, les gens qui viennent d'avoir une opération et qui sont à l'hôpital et qu'on leur donne un antidouleur, si on leur fait faire de l'EFT, ils ont besoin de moins d'antidouleurs. Donc, on prend moins de médicaments et ces médicaments-là qui ont des effets secondaires, si on en prend moins, on a moins d'effets secondaires. Oui. Donc, moins de brûlement au niveau de l'estomac, moins de destruction de la flore intestinale et moins d'affectation au niveau de mon microbiote. Donc, c'est extrêmement intéressant. Mais on s'est mis à regarder aussi pour les gens qui souffrent de fibromyalgie. Ah oui, ça, on en parle beaucoup. C'est horrible comme maladie parce que le corps s'attaque à lui-même, va provoquer de la douleur, une douleur généralement qui est généralisée et une douleur qui est assez intense, mais qui est difficile à qualifier parce que généralement, quand on passe les examens, le médecin ne trouve rien. Oui, c'est ça. C'est une maladie chronique dégénérative, mais elle est un peu invisible. Voilà. Ce qui fait que pendant longtemps, on disait que c'était pas vrai. Oui. Alors qu'aujourd'hui, quand on regarde par contre les marqueurs d'inflammation, on constate qu'il y a bel et bien quelque chose qui ne va pas du tout. Et quand on prend des gens, puis quand je dis des gens, ce n'est pas 5 à 10 personnes, là,
des centaines et des milliers de personnes dans différents protocoles. Quand on prend des gens qui ont une fibromyalgie et qu'on leur fait faire de l'EFT, on a une diminution non seulement significative de la douleur, mais une diminution significative de la récidive de la douleur. Parce qu'en fibromyalgie, il y a des périodes que ça va bien, puis il y a des périodes où ça va pas bien. Mm-hmm. Et ça peut varier beaucoup d'une journée à l'autre. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'avec l'EFT, on a une nette amélioration dans le niveau de la douleur et dans la répétition des moments douloureux. Autre chose extrêmement intéressante, au Canada et dans la majorité des États américains aussi, quand on envoie des gens faire une désintox, généralement, on va utiliser une thérapie individuelle et une thérapie de groupe. Mais le taux de récidive pour un toxicomane ou un alcoolique, il est extrêmement élevé. D'un centre à l'autre, ça varie entre 75% de récidive à 95% de récidive. Mais on est généralement plus proche du 95% de récidive. La personne va récidiver plusieurs fois avant de réussir à s'en sortir. Donc, ça prend plusieurs séjours dans une maison de désintox. Mm-hmm. Or, il y a des centres aux États-Unis qui utilisent l'EFT pour enlever le déclencheur. Parce que la période d'alcoolisme ou de toxicomanie, il y a toujours là-dedans des déclencheurs. La personne qui se dit, quand je vais arriver à la maison, je vais vider une bouteille de vin ou je vais prendre du fort ou je vais prendre telle substance, il est arrivé quelque chose dans la journée qui a déclenché un automatisme. Et donc, en EFT, on va devoir identifier quel est le déclencheur de l'automatisme et on va aller couper le chemin neuronal du déclencheur. Et on va aller aussi couper le chemin neuronal qui est associé à des mauvais souvenirs. Parce qu'il y a des souvenirs que l'on rumine, puis à force de les ruminer, bien évidemment, ils s'impriment plus profondément dans les sillons de notre cerveau. Mm-hmm. Donc, l'EFT va venir couper la charge émotionnelle. Donc, je n'enlève pas le souvenir, je n'enlève pas l'apprentissage que j'ai fait de cette expérience-là, mais j'enlève l'émotion négative, je l'arrête. Parce que ce n'est pas utile aujourd'hui d'entretenir la tristesse, la peur ou la colère, et je le fais malgré moi. C'est pas que je veux entretenir ça, c'est qu'il y a un circuit neuronal qui est parti en boucle, puis je suis plus capable de l'arrêter. Mm-hmm. Et ce circuit neuronal-là, on peut le couper avec de l'EFT. Donc, c'est très différent d'une thérapie. On est dans ce qu'on appelle une technique de thérapie brève, mais qui est vraiment dans du psycho-énergétique. Et on s'est rendu compte aussi que dans plusieurs recherches, quand on fait faire de l'EFT à des gens qui ont vécu des traumas, qui ont vécu des épreuves et qui ont développé des troubles psychologiques, anxiété, dépression, paranoïa, quand on leur fait faire de l'EFT, on a une diminution significative des symptômes en un court laps de temps. Donc, pas un an après avoir commencé, dans les minutes qui suivent. Donc, c'est un effet qui est extrêmement intéressant et qui perdure dans le temps. Évidemment, on ne va pas faire juste une séance pour quelqu'un qui souffre d'anxiété. Parce que dans l'anxiété, il y a plein de comportements, il y a plein d'autres éléments. Mm-hmm. Donc, on va devoir travailler plusieurs fois. Mais l'EFT, c'est un outil qui est très, très, très intéressant. Et ça nous permet aussi de travailler avec des gens qui ont vécu un choc traumatique, par exemple, suite à après avoir servi dans une guerre. Il y a Carl Johnson, qui est un chercheur très intéressant, qui a travaillé beaucoup avec des soldats qui avaient fait la guerre et qui avaient servi au Kosovo, qui avaient servi en Afrique du Sud, qui avaient servi au Congo, qui avaient servi au Rwanda. Et on se rappelle, au Rwanda, là, on a eu des génocides. Là. Donc, des gens qui ont été témoins de choses complètement atroces, d'enfants soldats, d'enfants et de femmes enceintes tuées. Donc, c'était des images extrêmement violentes et ils sont revenus avec des traumatismes sévères. Et donc, Carl Johnson a appliqué un protocole sur une série de soldats en utilisant l'EFT et on a une amélioration majeure au niveau de leurs troubles psychologiques, même sans thérapie. Donc, l'EFT fait vraiment une méga différence. Et autre chose extrêmement intéressante, c'est qu'on s'est rendu compte que quand on fait de l'EFT,
on peut non seulement enlever la charge émotionnelle liée à des émotions, à des souvenirs ou à des croyances limitantes, mais on peut aussi augmenter les capacités du cerveau. Parce que toute l'énergie que je peux perdre à ruminer, à avoir des pensées négatives sur une discussion, sur quelqu'un qui m'a coupé sur l'autoroute, sur un conflit avec quelqu'un, sur un mauvais souvenir qui revient ou qui joue en arrière-plan dans mon inconscient, toute cette énergie-là, mais je ne l'ai pas pour faire autre chose. Tout ce temps-là occupé dans mon esprit à avoir des pensées négatives, c'est du temps que je ne mets pas sur autre chose. Et quand on enlève donc la charge émotionnelle, ça fait de l'espace dans le cerveau et ça fait de l'énergie disponible de plus que ce qu'on avait avant. Donc, si j'ai plus d'énergie, je peux aussi plus me développer. Mais on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi utiliser l'EFT pour décupler les capacités du cerveau. Et là, on a des recherches qui ont été faites sur l'augmentation de la concentration, l'augmentation des capacités d'attention, l'augmentation des capacités de mémorisation, parce que l'EFT vient activer positivement l'hippocampe. L'hippocampe, c'est une des zones très intéressantes et très importantes dans la mémoire. Mm-hmm. Et donc, on vient activer le travail de la mémoire, on la met davantage en action quand on utilise de l'EFT. Ce qui fait qu'avec l'EFT, on peut se libérer de nos blocages, mais on peut aussi augmenter les capacités de notre cerveau. Et moi, j'ai fait le calcul il n'y a pas longtemps de la quantité de formations que j'ai faites dans les 5 dernières années. Et j'ai dépassé, là, j'en ai repris d'autres cette semaine, fait que je ne sais même plus à combien je suis rendue, mais j'en ai fait plus de 87. Wow. 87 formations en 5 ans. Mais j'ai fait autant de formations en intégrant beaucoup de données parce que j'utilise moi-même l'EFT, moi-même l'hypnose, moi-même le Ho'oponopono. Donc, je le teste sur moi et ça me permet de voir à ce moment-là la grande différence. Et l'EFT, même si la personne n'y croit pas, je m'en fous, comme de l'an 40, ça marche pareil. Ça va marcher encore plus si la personne y croit parce que là, on va avoir l'effet placebo. Mais ça m'est arrivé, évidemment, d'avoir dans ma clientèle des gens qui avaient peu de scolarité et il y avait peu fait de développement personnel en général. Mm-hmm. Et qui me disaient, quand je leur commençais à faire du tapping, qui me disaient, mon Dieu, je suis donc bien bizarre, cette technique-là. C'est quoi cette niaiserie-là? D'où l'effet ésotérique qu'on parlait en début de chronique. Ouais. Je pense, entre autres, à un monsieur qui travaillait dans la construction. Il me regardait avec une face de « T'es sûr de ce que tu fais? » Ouais. Et je disais, je m'en fous que tu y crois pas, je veux que tu continues. Et 2 semaines plus tard, quand je l'ai revu, dès qu'on était en Zoom, dès qu'il a allumé sa caméra, il a commencé en me disant, là, je suis pas content de te dire ça, puis je sais pas comment ça se fait que ça marche, puis je veux pas le refaire. Mais je suis obligé de te dire que l'affaire que tu m'as fait faire la dernière fois, là, qu'on se tapote un peu partout sur le corps, là, ben ça a marché. Parce que je l'ai plus, pas en tout le blocage par rapport à telle situation, j'y pense même plus. Fait que là, ça me dérange parce qu'en plus, ça a marché ton affaire, puis je comprends même pas pourquoi. L'être humain est bizarre, hein? Ça le dérange, mais ça a réglé ses problèmes, tu sais. Mais il était tellement sûr, parce qu'il avait essayé tellement de choses avant qui n'avaient pas fonctionné, que pour lui, ça se pouvait pas que ça marche. Il faut aller à la base. Il faut aller à vraiment aller à la base. Et c'est pour ça que dans les recherches, d'ailleurs, qui sont disponibles, souvent, ça ne sera pas écrit EFT. Ça va être écrit vraiment des protocoles de recherche en psycho-énergétique. Ce sont ces mots-clés-là qu'il faut chercher en anglais parce que la majorité des recherches sont en anglais, mais ça nous permet à ce moment-là d'avoir énormément d'informations sur l'EFT et c'est bien documenté. Et ça l'est de plus en plus parce que les neurosciences se sont mis, elles aussi, à s'intéresser à l'effet de l'EFT et en imagerie médicale fonctionnelle, ça nous permet de voir le comportement, le mouvement des neurones, parce que des neurones, ça bouge continuellement, ça vibre en fait. Et quand on a un circuit qui passe, donc on a une information qui est en train de circuler, mais quand on regarde par imagerie médicale fonctionnelle, ça donne l'impression d'une boule de lumière qui se promène sur un chemin.
Fait que ça donne l'impression de suivre une voiture sur une autoroute la nuit. Mais on peut voir à ce moment-là les neurones qui se détachent, en sachant que les neurones ne se touchent pas. Là. Il y a un espace entre chaque neurone où il y a un échange de neurotransmetteurs. Mais là où c'est supposé s'envoyer les neurotransmetteurs, mais c'est là où on voit que ça se décroche, ça se désenligne pour s'aligner autrement. Et il y a un protocole précis qui sert à implanter ce qu'on appelle une croyance ressource. Parce que notre cerveau a horreur du vide. Donc, quand je fais, par exemple, de l'EFT avec des clients, j'en faisais aujourd'hui avec des clients, quand on enlève une croyance limitante, quand on diminue la charge émotionnelle d'une émotion, bien, c'est important de faire un autre exercice après pour remplacer par une croyance ressource qui correspond à ce que le client veut avec ses mots à lui pour être sûr que le cerveau l'accepte. Et à ce moment-là, bien, l'effet de l'EFT dure encore plus longtemps et ça nous permet pendant ce temps-là de travailler sur d'autres éléments. Et tu vois, il y a des exercices que je fais faire à des clients et quand je sens que l'exercice amène tout d'un coup une surcharge émotionnelle, je vais utiliser l'EFT pour diminuer la charge émotionnelle et être capable de poursuivre mon protocole avec mon client sans nécessairement tomber dans une souffrance épouvantable. Parce que quand c'est des clients, évidemment, qui ont vécu des choses extrêmement difficiles, qui ont vécu des agressions sexuelles, qui ont vécu de l'intimidation, qui ont été battus, qui ont eu un grave accident ou une maladie extrêmement souffrante, et à ce moment-là, moi, je vais utiliser l'EFT pour diminuer ma charge émotionnelle et pouvoir en arrière-plan continuer de travailler ma croyance limitante ou l'émotion qui serait à diminuer. Mais dis-moi, Annabelle, est-ce que l'EFT, on peut le pratiquer soi-même ou il faut absolument consulter quelqu'un pour régler nos trucs? Là? Bien, il existe des protocoles que c'est préférable, évidemment, les premières fois de les faire avec quelqu'un, mais il existe aussi des protocoles un petit peu plus simples. Par exemple, on a un protocole où on va simplement stimuler certaines zones sur le corps, mais pour faire diminuer, par exemple, une douleur. Fait que si, par exemple, moi, je vais le faire, par exemple, si j'ai un mal de tête ou un problème d'asthme, là, je vais utiliser les points, mais je vais le faire sur les symptômes. Donc, je vais faire une ronde, donc l'ensemble des points sur un premier symptôme. Après ça, une autre ronde sur un deuxième symptôme. Après ça, une autre ronde sur un troisième symptôme, une autre ronde sur un quatrième symptôme, et ensuite, je réévalue la douleur sur une échelle de 0 à 10. L'évaluation sur une échelle de 0 à 10, c'est extrêmement important parce que quand vous allez, par exemple, à l'urgence, on va vous demander votre douleur pour telle problématique est à combien? Parce que la douleur dans le cerveau, c'est flou, c'est pas clair. Le cerveau ne sait pas comment gérer ça. Mais si je dis ma douleur est à 7 sur 10, là, ça devient concret. Pourtant, c'est une évaluation subjective que je viens de faire. Mais parce que j'ai donné un chiffre, pour le cerveau, ça devient concret. Et là, il cherche un moyen pour passer de 7 sur 10 à 6 sur 10 à 5 sur 10. OK. Et là, on va faire des rondes, donc des points qu'on va stimuler, mais simplement en nommant le symptôme. Fait que si j'ai mal à la tête, bien, je vais avoir ma première phrase. Ma première phrase, c'est toujours une phrase qu'on appelle d'inversion psychologique, parce qu'il y a une partie de moi qui veut aller mieux, mais on a tous des identités saboteuses. Fait qu'il y a une identité saboteuse en nous qui veut pas aller mieux. Donc, ma première phrase, qui est sur le point karaté, sur le côté de la main, c'est donc, même si j'ai mal à la tête, je m'aime et je m'accepte complètement. Et je répète la phrase 3 fois. Et c'est important de la dire à voix haute avec conviction. Oui. Parce que ça va engager aussi certaines zones dans notre cerveau et ça va faciliter le protocole. Ensuite, on va avoir d'autres points. Puis là, dépendamment des protocoles, des fois on fait sur le dessus de la tête, des fois on le fait pas. On va avoir à la pointe intérieure des sourcils. Puis là, j'en vois qu'ils le font sur le front, mais c'est pas sur le front. On a un doigt en dessous du sourcil, les autres doigts sont au-dessus et on y va avec les 4 doigts. Ensuite, à l'autre extrémité, au coin de l'œil. Ensuite, juste en dessous de l'œil, là où la pommette commence, là, sur le bord de l'os. Là. Fait qu'il faut vraiment être au bon endroit, en dessous du nez, dans le creux du menton. Ensuite, on a les clavicules, les 2 os qu'on a ici, là. On va mettre les mains comme des pattes d'ours et on va les mettre proches du sternum. J'en vois qu'ils le font là. C'est pas éloigné, c'est pas proche des épaules, c'est proche du sternum. Et on tapote avec vigueur. Dans certains protocoles, on va faire le thymus aussi avec l'ensemble du poing. On va le faire en dessous des seins. Pour les filles, c'est pas super confortable parce qu'il faut prendre la ligne du mamelon puis aller là où passe le cerceau du soutien-gorge. Fait que ça fait un point très précis, mais les gens souvent ont de la misère. Fait qu'on est mieux de faire
tout le cerceau du soutien-gorge, comme ça, on est sûr de pogner le point. Ensuite, on a de chaque côté, vraiment là où passe le soutien-gorge, mais sur le côté. Donc, on peut y aller en croisant les bras ou y aller de chaque côté si la poitrine est trop généreuse ou si on a des trop gros pectoraux. Ça, c'est ce qu'on appelle une petite boucle. Si je fais tous mes symptômes avec la petite boucle et de temps en temps, je fais, même si j'ai mal à la tête, je m'accepte complètement, mais avec une grande boucle, là, on rajoute des doigts, entre autres, à ce moment-là, la douleur va diminuer. Et l'idée, c'est de nommer ce qu'on a. Fait que si j'y vais avec le mal de tête, bien sur le point karaté, c'est même si j'ai mal à la tête, je m'accepte complètement. Et après, je nomme les symptômes. Mon mal de tête me donne mal au cœur. J'ai pas beaucoup d'énergie. Je suis vraiment écœurée d'avoir mal à la tête. Donc, je nomme toutes les pensées, les émotions, les sensations et je change donc à chacun des points. Mais de temps en temps, je vais m'apporter ce qu'on appelle des phrases de recadrage. Par exemple, c'est normal que je sois tannée d'avoir mal à la tête. Mais le mal de tête est encore là. J'ai hâte que ça parte. Et si je laissais partir le mal de tête? Et donc, tranquillement, je me fais des auto-recadrages et je le fais avec tous mes symptômes. Et je m'arrange pour me faire une liste avant des symptômes, c'est plus facile. Fait que arrangez-vous pour avoir au moins une liste de 12 symptômes. Ça va être plus facile de le faire. Et à ce moment-là, après, généralement, vous allez faire plusieurs rondes parce que là, on est dans un protocole très simple, fait que ça nous prend plus de rondes. Mais généralement, au bout d'une demi-heure, 40 minutes, ben, vous allez avoir fait disparaître 80% de la douleur. Donc, ça fonctionne bien. Il faut juste l'appliquer. Quand on le fait avec quelqu'un d'autre, ben, l'autre personne, à ce moment-là, va utiliser des éléments supplémentaires. Si, par exemple, on y va sur la douleur, ben, la douleur, ça fait comme quoi? Ça fait comme une brûlure, ça fait comme un étau, ça fait comme si on avait une boule dans l'estomac, ça fait comme quoi? Cette douleur-là, si tu avais à lui donner une couleur, ce serait quoi? La douleur, tu la ressens où exactement dans ton corps? Avec cette douleur-là, il y a quoi comme pensée négative qui monte? Il y a quoi comme émotion inconfortable qui monte? Donc, on a un protocole à suivre et on va devoir traiter chacun des éléments de ce protocole-là sur plusieurs rondes. Fait que c'est plus facile quand on a quelqu'un qui nous guide parce que réfléchir à ce qu'on doit se dire et en même temps être concentré sur nos sensations, c'est un peu difficile. C'est peut-être pour des gens plus expérimentés qui ont été consultés quelques fois et puis qui là, ils essaient de pratiquer eux-mêmes avec ce qu'ils ont appris. C'est une bonne idée de te consulter avant. Mais ça va être plus facile. Puis tu vois, moi, j'ai eu beaucoup de cas de gens qui étaient suivis par des psychiatres et que ça allait pas bien du tout parce qu'ils étaient en dépression, parce qu'ils avaient de l'anxiété sévère, parce qu'il y avait un trouble de personnalité limite. Mm-hmm. Donc, le psychiatre avait donné une médication, mais on n'avait pas d'amélioration de l'état. Dans certains cas, c'était un médecin généraliste aussi. Et en utilisant l'EFT, on fait tellement diminuer la charge émotionnelle qu'après ça, le médecin, qu'il soit un médecin généraliste ou qu'il soit un psychiatre, peut commencer à diminuer la médication pour tranquillement en arriver à un sevrage total. Et moi, ma job, évidemment, c'est de me coller au médecin pour voir à ce moment-là, est-ce que lui, il enregistre une amélioration? Ça me permet aussi d'avoir le diagnostic officiel, parce que souvent, les gens s'auto-diagnostiquent, puis ça donne quelque chose qui est pas très bon. Le médecin il va me donner un vrai diagnostic, et là, je peux partir avec ce que le médecin dit pour travailler sur les symptômes comme tels. Ouais. J'ai une amie qui a de la misère avec son élocution. Oui. C'est un problème avec sa mâchoire. Est-ce que ça peut se résorber avec l'EFT? En fait, il faudrait voir c'est quoi la source qui fait qu'elle a un problème d'élocution. Dans certains cas, moi, j'ai vu des problèmes d'élocution après un accident de voiture. Un traumatisme. Un traumatisme physique. J'en ai vu après un traumatisme psychologique. Et j'en ai vu parce que les gens ont été témoins d'événements stressants. Et pour différentes raisons, leur cerveau a eu l'impression que si ils développaient un trouble de langage, un trouble d'élocution, qui allait à ce moment-là pouvoir attirer un sauveur. Puis ça, on s'entend, c'est totalement dans l'inconscient. Là. La personne n'a pas voulu ça consciemment. Ouais. Et bizarrement, on a une bonne amélioration. Dans les cas où on a un problème physique, je vais alterner entre de l'EFT et une autre technique qu'on appelle la T5P. Et bizarrement, la T5P, on a quelques recherches sur l'amélioration de la cicatrisation, l'amélioration de la guérison de certaines blessures parce que le cerveau se met à produire davantage
de cellules NK, entre autres, dans les cas où on a les cellules NK, on les appelle NK pour Natural Killer. Ce sont les cellules qui viennent, entre autres, tuer tes cellules malades, tes cellules cancéreuses. Et on sait qu'on a des protocoles de logosynthèse qui aident l'augmentation de production de cellules NK, l'augmentation de DHEA, qui est l'hormone de rajeunissement des cellules, et l'augmentation des plaquettes et des globules blancs. Donc, le cerveau, il est capable de produire sa propre pharmacie nécessaire à sa guérison et c'est juste pas comment le faire. Mais quand on utilise certains protocoles de EFT, de T5P et d'hypnose, on vient juste réactiver les capacités de guérison que le corps a déjà. On ne guérit pas la personne, on active son médecin intérieur. On aide son cerveau à se souvenir comment faire par lui-même. C'est ça qui se passe à ce moment-là. J'adore ça, son médecin intérieur. Wow! Alors, pour faciliter le tout, ben quoi de mieux qu'une bonne consultation avec Annabelle Boyer si vous avez un problème justement récurrent à débloquer, à dégager. Eh bien, ça fait partie de tes techniques. Ce n'est pas la seule parce que tu as tellement de diplômes, tu as tellement de techniques qui fonctionnent. Mais merci pour cette chronique parce que tu le dis souvent, j'utilise le EFT pour ci, pour ça, mais on ne savait pas exactement ce que c'était. Alors, vraiment, on est mieux renseigné aujourd'hui. Si vous avez manqué une partie de la chronique, ce sera en rediffusion à 16h30 cet après-midi, ensuite disponible sur notre site unicité.ca dans la section podcast. Ça a été finalement mis à jour, donc vous pouvez faire du rattrapage et c'est également disponible en visuel sur notre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, ben, c'est le temps de le faire. Les chroniques, ils sont toutes disponibles et comme Annabelle gesticule beaucoup, elle fait aussi de la synergologie, eh bien, vous pouvez la voir nous démontrer quelques exemples avec les gestes. Donc, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure parce que il y a beaucoup, beaucoup de secrets, ce cerveau-là. Hein? Oui, et j'en ai encore plein à vous dévoiler. À la semaine prochaine. Merci beaucoup, Annabelle. Merci, au revoir.